N'allez pas voir ce film parce qu'il a du succès. Pour moi, c'est pas de la crotte de bique, c'est ce que j'appelle de la blouse de mammouth. Vous êtes qui, bordel? Victor, nettoyeur. Lorsque nous voyons ce film, nous ne comprenons pas. Vous êtes toujours aussi puant. Nous, on est les gentils. Non, pas d'accord. Le problème, c'est que le scénario est détestable. Le cinéma américain était peut-être plus riche que maintenant. Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Oh oh oh! Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout nouvel épisode de Retour à l'écran version débat. C'est la fin de l'année, une année qui n'a pas été facile, il faut bien le dire, et nous nous sommes justement dit que c'était le moment idéal pour échanger autour des films de Noël afin d'égayer votre quotidien et le nôtre au passage. C'est-à-dire des films qui se déroulent pendant Noël, pour toute la famille ou pas, avec son décorum plus ou moins cheesy et leur lot de Père Noël, qu'ils soient vrais ou faux. Mais aussi tous ces films qu'on aime voir au moment de Noël, à côté du sapin et en sirotant un bon chocolat chaud. Et en guise de cadeau à mettre sous le sapin, au lieu de faire un seul débat, nous allons consacrer non pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 épisodes sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un panorama généraliste sur la question et les 3 prochains jours, chacun d'entre nous fera un focus spécifique sur la création d'un film qui lui tient à cœur et sur lequel nous débattrons ensemble en fin d'épisode. Et pour cela, j'accueille mes 2 comparses de toujours, j'ai nommé Santa Max. Salut, salut, ho ho. Et Santa Tib. Ho ho ho, salut. Maintenant j'ai une mitraillette. Alors Max, de quoi tu nous parleras dès demain? Devinette. Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin? Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Voilà. Je sens qu'on va bien se marrer. Et toi Tib, tu as choisi quel film? Alors moi j'ai choisi un film qui m'avait bien plu à l'époque, qui me plaît toujours quand même un petit maintenant de toute façon. Un film avec un de mes acteurs fétiches, Fantôme en fait, justement, donc avec Bill Murray. C'est un film justement oublié qui te permettra d'ailleurs d'aborder un conte de Dickens très important. Exactement. Quant à moi, je fermerai la marche jeudi par Batman Returns, alias Batman le défi, un film de Tim Burton qui date de 1992. Allez, on démarre le débat du jour avec une petite rubrique sur les films de Noël. Ho 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 ho! Alors les gars, ça évoque quoi pour vous Noël? Vous avez des marottes, des souvenirs ciné, télé autour de cette fête? Moi, Noël, c'est des souvenirs de pas mal de découvertes cinématographiques. C'est vrai que quand j'étais gamin, je pense que c'est votre cas aussi, en télé on n'avait pas beaucoup de chaînes, et c'était la période où il y avait des gros films qui étaient diffusés, donc il y a des films qu'on n'avait pas vus ni en vidéo, pas au cinoche, et on les découvrait au moment de Noël. Moi je sais qu'il y a beaucoup de films que j'ai découverts à cette période-là, je peux citer Conan le Barbare, je peux citer le premier Superman, je peux citer Rocky, je l'avais vu en salle à l'époque gamin, La Guerre des Étoiles, mais je l'avais revu à la période de Noël. Voilà, il y avait vraiment sur les chaînes TF1, Antenne 2 à l'époque et FR3, c'était la période où on diffusait vraiment des gros films. Il y avait aussi la 5 qui diffusait pas mal de films. Notamment, c'est là que j'en parlais dans l'épisode Express, c'est là que j'avais découvert Un fauteuil pour deux à cette époque de l'année diffusé sur la 5. Mais voilà, c'est pas tellement des marottes, mais c'est plus un souvenir de découverte de gros films de la pop culture qui sont pour certains devenus cultes. Et voilà, c'est une période. Pour moi, c'est lié à cette période est liée à ces découvertes cinématographiques. C'est vrai, non mais c'est vrai, tu as raison, c'est ça, c'était le moment des vacances, surtout nous à Grenoble. Moi j'étais là-haut, des fois on était un petit peu coincé par la neige, et c'était le moment où on avait envie de rester devant la télé au chaud, avec la neige qui tombait, et se regarder des films, en profiter parce que comme c'était les vacances et qu'ils passaient des films un peu comme tu disais, un peu toute la journée, le soir, etc. Donc c'était le moment de découvrir un peu des films en famille. Ouais, c'est pareil aussi, hein, c'est le même, exactement la même culture. J'ajouterais juste pour ma part hein, qu'il y a pas mal de films d'animation de Disney que j'ai beaucoup regardé à cette époque-là. J'imagine que je suis pas tout seul. Je pense à Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, Les 101 Dalmatiens qui contient d'ailleurs des scènes qui se déroulent à Noël, La Belle et la Bête et Aladdin.
Tout ça, c'est des films que j'aimais bien regarder aussi durant la période de Noël. Il y a un petit côté cocon. On est bien même une fois devenu jeune adulte aussi. J'ai continué. Voilà, tout ça. Même spontanément, quand on a préparé l'émission, spontanément, les premiers films qui me sont venus en tête, c'était des films d'animation en fait. Mais finalement, j'ai opté pour Batman. Mais c'est pareil que vous. C'est aussi les gros films qui sont remis en avant. Des locations aussi spécifiques quand on se loue des films à ce moment-là pour combler un peu les soirées une fois qu'on a terminé la dinde. Ouais, j'allais parler des vidéoclubs justement. On allait louer des cassettes et je remontais là-haut et dans ma montagne et puis on s'enfermait. Voilà. Bon, on va commencer par faire un tour d'horizon sur les films de Noël qui sont réalisés avant la période des années 70, 80 et 90 qu'on aborde normalement dans Retour à l'écran. Et alors en France, la magie de Noël apparaît dès le début du XXe siècle, puisque le magicien Georges Méliès réalise en 1900, tout rond, un petit film de 4 minutes qui s'intitule Rêve de Noël. Et puis on s'est demandé quel était le premier film où on voyait tout simplement le Père Noël. Là encore, tout simplement dès les débuts du cinéma, puisqu'on le retrouve dans Santa Claus, un petit film d'1 minute de George Albert Smith qui date de 1898. Et comme Rêve de Noël de Méliès, on peut le trouver sur YouTube. On peut aussi signaler qu'en 1916, en pleine Grande Guerre, Louis Feuillade réalise Le Noël du Poilu, un film muet de 39 minutes dans lequel un soldat ne peut pas partir en permission de Noël puisqu'il doit rester dans les tranchées. En 1928, c'est le jeune Jean Renoir qui sort un film muet de 39 minutes qui s'appelle La petite marchande d'allumettes. C'est une adaptation de La petite fille aux allumettes qui est sortie en 1845, qui est un conte d'Andersen, un Danois, qui a écrit aussi d'autres contes qui sont hyper importantes pour l'imagerie de Noël, comme Grand Klaus et Petit Klaus, et aussi La Reine des Neiges. Et dans les années 30, on doit forcément évoquer le film féerique en Technicolor de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz, avec la jeune Judy Garland, qui date de 1939. C'est un film intergénérationnel qui est tellement beau qu'on conseille à tout le monde. Et puis on arrive aux années 40, où il y a plusieurs films notables. Moi j'en ai un qui me vient de suite que j'adore, c'est le Frank Capra, c'est La vie est belle. Alors pour moi La vie est belle, de toute façon j'adore Frank Capra et La vie est belle c'est un classique Oui. Voilà, c'est le film que les Américains matent toutes les années à Noël depuis 60 ans. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, non, on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre et c'est un grand film. Et puis ça fait du bien, il fait du bien ce film. Et d'ailleurs le film est souvent cité dans d'autres films dont on va parler un peu après, mais notamment dans les Gremlins, il y a des citations directes du film. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu ce film, La vie est belle, c'est l'histoire d'un ange qui est envoyé par le ciel sur Terre pour aider un homme qui est en conflit avec l'homme le plus riche dans la ville dans laquelle il habite, et qui va l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Georges, on raconte partout dans la ville que vous avez dû fermer vos portes. Est-ce que c'est vrai ? Je suis particulièrement heureux de savoir que c'est inexact. Georges, est-ce que vous vous en tirerez ? Dois-je alerter la police ? La police, pourquoi donc ? Pourquoi ? Mais mon cher, soyez prudent car la foule devient très vite dangereuse. Georges, je suis prêt à faire un très gros effort pour vous aider à en sortir. J'ai avancé l'argent nécessaire à la banque qui était dans une situation difficile. Elle va sans doute fermer une 8aine de jours, ensuite elle rouvrira. Il s'est assuré le contrôle de la banque. Il se peut que j'y laisse une fortune, mais je suis disposé à vous tirer de cette situation, quoi qu'il puisse m'en coûter, Georges. Que vos actionnaires m'apportent leurs actions aujourd'hui, je les leur achète à la moitié de leur valeur et je règle au comptant. Vous savez profiter de toutes les occasions, peut-être, mais vous manquerez celle-là. Si avant ce soir 18h vous refermez encore vos portes, vous ne les rouvrirez pas. Voilà La vie est belle de Frank Capra, un film en noir et blanc de 1946 avec l'excellent James Stewart, l'acteur fétiche d'Alfred Hitchcock. C'est un grand film de Noël et un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Donc on le conseille à tous les auditeurs, jeunes ou moins jeunes. Ruez-vous dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un peu comme Le Magicien d'Oz. Ce sont des films incontournables qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, je pense. Et puis il y a aussi Le Miracle de la 34e
4e rue, un autre film en noir et blanc de George Seaton qui sort en 1947, un an après La vie est belle. C'est un film avec Maureen O'Hara qu'on a déjà vu en Esmeralda dans le Quasimodo de William Dieterle ou encore dans Rio Grande de John Ford. Et aussi une toute jeune Natalie Wood, bien avant La fureur de vivre et West Side Story. J'ai jamais vu l'original. Eh bien moi non plus. Pareil, c'est un grand film, c'est une magnifique histoire, un film très touchant. C'est un grand film de Noël qui raconte l'histoire d'un homme qui est engagé pour animer une boutique pendant les fêtes de fin d'année et qui prétend être le Père Noël. Devant le scepticisme de tout le monde, il va aller jusqu'au tribunal pour prouver sa propre identité. Voyez-vous, Madame Valker, c'est une excellente occasion pour moi. Depuis 50 ans environ, je me fais de plus en plus de mauvais sang pour Noël. Il semble qu'on soit tellement pris à essayer de dépasser le voisin en faisant plus vite et plus rutilant et moins cher que... Noël et moi sommes un peu oubliés dans la bagarre. Oh, je ne trouve pas. Noël est toujours Noël. Oh, Noël, ce n'est pas qu'une date, c'est un état d'âme. Et c'est ça qui change tout. C'est pourquoi je suis content d'être là. Peut-être pourrais-je faire quelque chose. Et j'aurai besoin de vous et de votre fille. Vous deux serez mon champ d'expérience. Vrai? Oui, vous êtes en somme le tout en miniature. Si je peux vous gagner à ma cause, il y a de l'espoir. Et puis il y a un film qui sort en janvier 1940 aux États-Unis et qui sortira un peu plus tard, juste après la libération en France, The Shop Around the Corner. Ah bah oui, un classique ce film de Lubitsch. C'est vrai que c'est un film que je regarde souvent pendant la période de Noël. Je l'avais découvert dans le cinéma de minuit il y a presque 30 ans. Et c'est vrai que j'avais adoré. C'est encore avec Jon Stewart, ça se déroule pendant les fêtes de fin d'année, mais ça raconte quoi en fait? Alors pour ceux qui connaissent pas le film, c'est l'histoire d'un homme et une femme qui travaillent dans un magasin et qui se détestent. Et l'homme correspond avec une femme qu'il ne connaît pas par lettre. Et un jour, il va s'apercevoir que la femme à qui il correspond, en fait, c'est sa collègue qu'il déteste. Et donc petit à petit, en fait, il va être tenté quand même de s'approcher d'elle. Voilà, c'est un très beau film, c'est un classique. Il y a eu un remake en 99 avec Tom Hanks et Meg Ryan, et c'est Vous avez un message, que j'aime bien, mais par rapport au classique de Lubitsch, c'est quand même un ton en dessous. Toujours dans les années 40, mais cette fois en France, Christian Jacques livre la comédie policière L'assassinat du Père Noël en 1941. C'est un conte de Noël assez sombre où un inconnu déguisé en Père Noël est retrouvé mort, assassiné. On a tué le Père Noël! Quoi? Silence! On a volé l'anneau de Saint-Nicolas et on a tué un homme. Dans les années 50, à Hollywood, en 1954 précisément, c'est le réalisateur de Robin des Bois et de Casablanca, Michael Curtis, qui livre un film dansant et musical qui s'appelle Noël Blanc avec Bing Crosby. C'est l'histoire de deux ex-soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui décident de monter un spectacle pour aider leur ancien général qui est devenu un directeur d'hôtel, quoi. Et puis c'est en 1955 que sort le film Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk. On y suit une veuve incarnée par Jane Wyman qui tombe amoureuse d'un homme de 15 ans son cadet, interprété par Rock Hudson. Mais le poids des conventions sociales et familiales de son époque rendent cet amour totalement impossible. Ce film permet à Douglas Sirk d'égratigner le conformisme d'une certaine Amérique. C'est d'ailleurs un film très important pour les cinéastes comme Scorsese, Spielberg ou Joe Dante, qui connaît deux variations d'ailleurs. Tous les autres s'appellent Ali de Fassbinder en 1974 et aussi Loin du paradis de Todd Haynes avec Julianne Moore et Dennis Quaid en 2002. Dans les années 60, il y a également un film que je n'ai pas revu depuis des années, c'est L'Arbre de Noël de Terence Young, qui date de 1969. C'est un film avec William Holden, Virna Lisi, Bourvil et un couple de loups. On y découvre un père qui offre le Noël le plus merveilleux possible à son fils de 10 ans, à qui il ne reste que 6 mois à vivre. Donc le film est aussi mignon que triste à mourir et donc très très dur à revoir, je pense. Je suis heureux de vous parler de l'Arbre de Noël, parce que ce n'est pas un sujet courant. C'est une belle histoire qui traite d'un problème très grave, dramatique même. Mais comme dans la vie, avec des scènes qui vous feront rire, et aussi des scènes qui vous iront droit au cœur. Enfin, je l'espère. Et donc dans les années 70, 80 et 90, donc dans la partie qui nous intéresse, on a Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, sorti en 1990, évidemment, qui vient à l'esprit, le premier et le deuxième, que je pense qu'ici tous les trois on n'est pas des grands fans du film. Ah, si. Oh, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup et c'est vrai que alors il passe très souvent encore aujourd'hui à cette période de Noël.
Et moi, à chaque fois que je tombe dessus, alors je vais pas y aller volontairement parce que je les ai cramés. Ouais. Mais honnêtement, quand je tombe dessus, je reste dessus et moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder les deux, surtout le premier. Mais j'aime bien le 2 aussi, à New York. Franchement, non, mais moi, j'y prends toujours autant de plaisir. Bah, en plus, ça me fait toujours rire de voir Joe Pesci et l'autre acteur, je sais plus comment il s'appelle. Daniel Stern. Voilà, et tous les deux, ils me font vraiment marrer. Ouais, alors moi, je sais pas, il faudrait que je retente parce que ça fait très longtemps que moi, je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu après en VHS, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs, je devrais peut-être le montrer à mes enfants. Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. Je suis pas bien, hein, oublie. Ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Kevin! C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai. Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, qu'on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison? Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus. Dans les autres films aussi des années 80, bon bah Max, tu en as déjà parlé il y a pas très longtemps en Express, il y a Un fauteuil pour deux. Bravo pour le podcast les gars d'ailleurs. Merci. Non, bah écoute, ouais, je pense que j'ai déjà tout dit. Donc ceux qui ne l'auraient pas écouté, bah écoutez, je ne peux que vous conseiller d'aller l'écouter. Non, mais voilà, j'ai un peu tout dit. Voilà, c'est un film pour moi, c'est aussi un film de Noël, un de mes films favoris de cette période-là, que j'avais découvert, je l'ai dit précédemment, sur la 5 à la fin des années 80. C'est une super comédie. Enfin bon, je vais pas redire encore une fois ce que j'ai déjà dit, mais voilà, pour moi, c'est un vrai film de Noël, celui-ci aussi. Typique des années 80, mais un vrai film de Noël. Après, un peu plus obscur pour nous, en France en tout cas, on a Le sapin à les boules, qui date de 89. Alors c'est le 3e volet des National Lampoon, hein, Bonjour les vacances 1 et 2 en français. Cette fois, c'est réalisé par Jeremiah Chechik, ou Chekik, je sais pas comment on dit, qui fera par la suite Benny and Joon avec Johnny Depp, mais qui va aussi aligner 2 grosses plantades dans les années 90, le remake des Diaboliques de Clouseau et une adaptation de Chapeau melon et bottes de cuir. En tout cas, Le sapin à les boules, comme les 2 premiers films de la saga, est écrit par John Hughes, le papa de Ferris Bueller et Breakfast Club. Et au casting, on retrouve Chevy Chase et Beverly D'Angelo, mais aussi Diane Ladd et la toute jeunette Juliette Lewis. Alors cette fois, la famille Griswold ne part pas exactement en vacances. Elle prépare plutôt les fêtes de Noël en attendant de recevoir toute la grande famille. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. L'arbre de Noël de la famille Griswold est là. Est-ce qu'il n'est pas un peu gros? Il n'est pas gros, il est juste comme il faut. J'ai plus beaucoup de souvenirs, je vous avoue, du film. Je trouvais que c'était moyen, mais... C'est assez moyen. Alors, ce 3e épisode est hyper culte aux États-Unis parce qu'il y a aussi il y a le personnage de Randy Quaid qui est le cousin ou le beau-frère, je sais plus, de Chevy Chase, qui fait une prestation dans le film assez dingue et qui est devenu très très culte aux États-Unis. Nous, il est jamais sorti en salle, il est sorti directement en vidéo. Et bon, après, c'est assez lourdingue. Les 2 premiers Bonjour les vacances qui sont sortis en salle en France, par contre, sont plutôt sympas. Le premier qui se passe aux États-Unis et le deuxième qui se passe en Europe. Et donc celui-ci, ça se passe pendant la période de Noël. Et ouais, pour moi, il est moins bon. Et il est plus lourd en fait. Il est plus lourdingue. Et moi, j'ai jamais été un grand fan Déjà que les autres étaient assez lourdingues aussi, même si j'adore Chevy Chase, je crois que celui-là est vraiment particulièrement lourdingue, oui, tu as raison. Papa, ça n'ira pas dans notre jardin? Tu as tout à fait raison, fiston. On l'installera dans le living. Oh, regardez-le. Oh, il est vraiment magnifique. C'est pas extra, Russ? Oui, pas. Et toi, Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Elle le verra plus tard, chérie. Ses yeux sont gelés. Les meilleures traditions de la saison sont mieux goûtées dans la tendre proximité de tous les siens. Oh. Ce sapin est le symbole de l'esprit de famille de la famille Griswold. Au fait, tu as apporté une hache. On a aussi un remake de Miracle sur la 34e rue de Les Mayfield, donc 94. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Ouais, pareil. J'aimais bien ce film. Moi aussi, j'aimais bien. Alors du coup, je sais pas. Et puis ensuite, la course aux jouets de Brian Levant avec Schwarzenegger. Ouais. Il faut bien en parler, voilà. Oui, on va en parler, oui, parlons-en. Ouais, c'est mignon. Moi, je suis pas fan. J'ai du mal avec les comédies de Schwarzy. Ah oui, non, mais ça je te l'accorde encore, c'est une des moins pires, honnêtement. Oui, c'est vrai. Bon, Schwarzenegger est un mauvais comédien dans les comédies, ça on le sait. Oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on l'aurait vu 10 ans avant, ça passait crème, parce que c'est
marrant. Si tu le vois avec un œil d'enfant, le film est assez agréable. Après, c'est pas un grand film non plus. Mais voilà, je pense que c'est juste une question de décalage d'âge. On l'aurait vu 10 ans auparavant, en tout cas, on aurait eu 10 ans de moins. Peut-être qu'on l'aurait beaucoup plus apprécié que quand il est sorti, on avait déjà dépassé la vingtaine. Donc voilà, quoi. Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le pack réacteur double T et le boomerang qui tue. Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver, Tu l'as acheté au moins. c'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est promis. Rien de tel que d'attendre la dernière minute, dis donc. Surtout à la veille de Noël. Et voici deux pères. C'est la guerre. Une mission. Oh, pauvre ami. Et c'est chacun pour soi. J'ai une très bonne idée. Et si on faisait équipe du genre Starsky et Hutch? Il y a un arrivage de Turboman chez Toy World. Débarque. Alors citons rapidement Super Noël de John Pasquin en 1994. C'est une comédie dans laquelle on retrouve Tim Allen, un Américain moyen qui a des rapports compliqués avec son fils et qui se retrouve à devoir remplacer le véritable Père Noël. T'as tué le Père Noël. Mais non. Regarde, le traîneau du Père Noël. Eh bien, en mettant le costume, vous êtes entré dans le cadre des Santa Claus. Tenez. Quel Santa Claus? Qu'est-ce que ça signifie? Que celui qui met le costume devient le Père Noël. Ah! Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que certains films de Steven Spielberg, qui ont une certaine magie, rentreraient dans la catégorie des films de Noël dont on parle? Je pense à Hook, Tintin, Cheval de guerre. Concernant ces films-là, alors là, pas du tout. Ok. Ouais. Un, parce qu'ils sont pas sortis à la période de Noël. Deux, parce qu'ils traitent pas forcément du thème de Noël. Même si c'est des films plutôt enfantins, plutôt familiaux. Pour moi, le vrai film de Noël de Spielberg, c'est E.T. Oui, à fond. Ah oui, il traite pas forcément de la... Et encore, quoique, il y a des moments où il y a une séquence autour de Noël, mais pour moi, c'est un vrai film de familial qu'on mate à Noël, et voilà, pour moi, c'est à peu près le seul, hein, sinon les autres, non, pas du tout, quoi. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone maison. Et ils vont revenir. Maison. I remember the days of just keeping time. Tout à l'heure, tu citais, Max, Vous avez un message, le remake sympa mais sans plus de The Shop Around the Corner de Le Beach. C'est un film avec Tom Hanks et Meg Ryan. Ben justement, ce duo de comédiens a également joué dans une comédie romantique beaucoup plus réussie que Vous avez un message et qui se déroule pendant les fêtes de Noël, justement. C'est Nuit blanche à Seattle. Alors, c'est l'histoire d'une journaliste qui habite Baltimore et qui doit bientôt se marier. Un soir, elle a une sorte de flash amoureux en entendant à la radio un architecte qui vit seul à Seattle avec son fils et qui n'arrive pas à faire le deuil de sa femme. Et elle va tenter de rentrer en contact avec lui. Alors, c'est donc un film sur la croyance en l'âme sœur, mais la particularité, c'est que Tom Hanks et Meg Ryan n'ont quasiment jamais de scène en commun. C'est un vrai pari dramaturgique et cinématographique, mais la réalisatrice Nora Ephron le gagne haut la main, je trouve. Elle est sans doute bien aidée par David Edward, le scénariste de L'Arnaque, et puis des comédiens hors pair. Pourquoi on n'irait pas à New York? Il est totalement hors de question de prendre l'avion pour voir une femme qui est peut-être folle dingue, archi dingue. Tu n'as pas vu Liaison fatale? Tu m'as pas permis. Ben moi j'ai été le voir et ça m'a flanqué une trouille bleue. Ça a flanqué une trouille bleue à tous les hommes en Amérique. Le film a juste le petit défaut d'arriver après Quand Harry rencontre Sally, le merveilleux chef-d'œuvre de Rob Reiner avec Meg Ryan et le génial Billy Crystal. D'ailleurs, on pourrait le citer dans l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il y a une partie du film qui se déroule pendant les fêtes de fin d'année, mais on retient quand même un peu plus le Nouvel An. En tout cas, Nuit blanche à Seattle ne se cache pas de cette parenté. On a la même actrice principale, donc, mais on a aussi Rob Reiner qui joue carrément un rôle dans le film. Et puis on a une bande-son aussi truffée de chansons d'amour, des standards jazz de Louis Armstrong, il y a Nat King Cole, tout ça, et surtout Harry Connick Jr., qui avait déjà signé la BO de Quand Harry rencontre Sally. Alors ok, c'est moins puissant que Quand Harry rencontre Sally, mais Nuit blanche à Seattle, c'est vraiment un chouette film. C'est vraiment un bonbon qui remonte le moral et que je conseille à tout le monde. Ouais, comme toi, j'aime bien Nuit blanche à Seattle. Je trouve que c'est une bonne petite comédie romantique.
Mais bon, c'est vrai que comparé à Quand Harry rencontre Sally, on est quand même un cran en dessous. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, Quand Harry rencontre Sally, c'est presque l'un des classiques de la comédie romantique quand même. Hein. Je peux t'inviter à dîner ? En ami ? Je croyais qu'il n'y avait pas d'amitié possible entre hommes et femmes. Quand est-ce que j'ai dit ça ? Pendant le voyage à New York. Non, j'ai jamais dit ça. Si, en effet, il n'y a pas d'amitié. Sauf si de part et d'autre, on vit déjà en couple. Alors là, d'accord. C'est la seule exception à la règle susdite. Si l'homme et la femme sont déjà en couple, le plaisir de s'offrir une bonne fortune s'estompe. C'est drôle, c'est attendrissant, c'est... Ouais, putain, c'est un bonbon ce film, quoi. C'est un chef-d'œuvre. C'est assurément l'un des films qui traite le mieux le thème de l'âme sœur, justement. Et puis dedans, il y a quand même des situations qu'on a tous connues, quoi. We go together like a wink and a smile. Et puis faisons un tour par la France. Au rayon français, on peut citer aussi La Bûche, le premier film de Daniel Thompson, la fille de Gérard Houry. Alors là, on a un casting 4 étoiles, Sabine Azéma, Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg, Claude Rich, Françoise Fabian, Jean-Pierre Daroussin, Isabelle Carré, N'en jetez plus. C'est une comédie dramatique avec une famille, notamment 3 sœurs, qui se retrouvent pour le réveillon pour des échanges plutôt corsés. Ah ça c'est Noël, oui. J'ai encore tous les cadeaux à acheter, j'ai pas d'argent, pas d'idée, j'ai rien. L'année dernière, on a fait café, tu te souviens ? Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, assortie au décor. Et la bûche, mais t'as vu ce qu'elle nous a pompé avec la bûche ? Et les décorations. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié les trucs. C'est une catastrophe. Et puis quand on parle d'animation, on pense forcément aux films Disney ou encore au Miyazaki, Totoro, Porco Rosso, tout ça. Mais il y a quand même des films d'animation français qui sont notables. Les Astérix. Je pense aux 3 premiers des années 60-70, Astérix le Gaulois, et surtout Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix qui étaient souvent diffusés à cette période. Pour le coup, je me souviens très bien que les premiers films d'Astérix étaient diffusés sur la 5 à cette période de Noël. Et ouais. Bon, j'avais du mal à les voir parce que déjà à l'époque, je trouvais qu'ils avaient pris un sacré coup de vieux. On était à la fin des années 80 et déjà ça piquait un peu. Ouais, un peu. Ouais. Ensuite, c'est la 6, je crois c'est M6 qui les a diffusés pendant pas mal d'années. Ouais, aussi. Et de temps en temps qu'ils le diffusent encore d'ailleurs. Après, voilà, ça reste assez fidèle à la BD, mais c'est vrai que l'animation est tellement datée que moi personnellement j'ai un peu de mal avec ces films-là. Ouais, je comprends, mais moi j'adore ces films-là, les voix, les gags. Les autres films d'animation Astérix produits par la suite me parlent un peu moins, j'avoue, sauf les récentes versions d'Alexandre Astier qui sont fabuleuses et qui ont cartonné. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois ? Silence, on se concentre. Où en étais-je ? Ah oui, un sanglier. Tu es un sanglier, m'entends-tu ? Un sanglier. La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. C'est silence, on recommence. Tu es un sanglier par Asopis et Osiris, par Pazoris et Rampapasi, et par Opasapera, et puis, chut, répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. C'est ça. Je suis un sanglier. Un sanglier. Je suis un... Goscinny s'était aussi occupé des 2 premiers Lucky Luke dans les années 70, Daisy Town et La Balade des Dalton, qui sont plein de qualité malgré un rythme parfois très lent, je trouve. La Balade des Dalton, je l'avais vu gamin à la télé, mais je l'avais pas revu depuis, 35 ans. Et puis j'ai vu qu'il était dispo sur Amazon et je l'ai regardé et mal m'en a pris parce que c'est quand même pas bon du tout, l'animation est quand même assez pauvre, le rythme est au secours. C'est encore le genre de film que j'aurais pas dû revoir et que j'aurais dû rester sur mes vieux souvenirs. Ouais, je sais, c'est pas dingue. Mais en fait, c'est un petit côté Madeleine de Proust aussi chez moi parce que Daisy Town et La Balade des Dalton, j'avais les livres disques en 45 tours, les histoires racontées par Jean-Marc Thibault ou Pierre Tchernia. Vous savez, ces disques qu'on mettait dans le manche-disque, puis on lit l'histoire en même temps, et puis il y a une petite clochette qui nous indique qu'il faut tourner la page, tout ça. Et donc ces films-là,
je les ai à la fois vus et fantasmés en même temps à la lecture, tout ça. C'est la balade de Dalton. Et puis évidemment, on ne peut pas oublier en 1980 Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, co-scénarisé par Jacques Prévert. On y découvre un roi qui est amoureux d'une bergère et qu'il veut épouser de force. Mais celle-ci, elle aime un petit ramoneur. C'est un véritable monument de poésie, incontournable, intemporel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce premier tour d'horizon. Il y a un genre de film dont on n'a pas parlé, c'est les comédies musicales. Ah oui, c'est vrai. Les télévisions diffusaient beaucoup à l'époque de Noël, quand on était jeune. Moi, je sais que j'en ai vu beaucoup à cette époque-là de l'année, notamment Les Chantons sous la pluie. Ah ouais, j'adore. Mary Poppins aussi, que j'adore personnellement. Je crois aussi que c'est à cette période-là que j'ai découvert Annie de John Huston, avec Albert Finney, une super comédie musicale avec cette petite fille, cette orpheline en fait, qui est invitée pendant une semaine chez un milliardaire et qui finira par être adoptée par ce même milliardaire. Santa Claus we never see. Santa Claus, what's that? Who's he? No one cares for you, us each. When you're in an orphanage, it's a hard knock life. D'ailleurs, c'est un film que j'ai revu il y a très très peu avec ma chérie, que j'adore toujours. Voilà, la comédie musicale, c'est quand même... En tout cas, les comédies musicales à l'ancienne, celles des années 50, des années 40, des années 50, pour moi, elles sont très attachées à cette période-là aussi. Je ne l'ai pas revu depuis tout gamin, donc il faudrait que je le revoie. Moi, j'ajouterais, puisque tout à l'heure on a parlé du Magicien d'Oz, je parlerais bien de The Wiz de Sidney Lumet, qui est une sorte de remake du Magicien d'Oz, mais en version noir américain, avec Michael Jackson et Diana Ross. C'est pas un film forcément très réussi sur tous les points, mais il y a quelque chose qui est assez enfantin. Il y a plein de petites choses qui sont super, notamment quelques musiques à l'intérieur que j'adore. Bah tiens, les comédies musicales, ça me fait penser à Peau d'âne, le film de Jacques Demy, d'après le conte de Charles Perrault. C'est un film qui date de 1970, c'est avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Micheline Prel, et c'est mis en musique par le grand Michel Legrand. On a la fille d'un roi qui s'enfuit du château avec une peau d'âne sur elle, car elle ne veut pas être mariée à son père, ce qu'on peut comprendre. C'est un conte de fées, incontournable, je pense, dans la cinéphilie française, très apprécié par un grand nombre de spectateurs. C'est d'ailleurs le plus grand succès de la carrière de Jacques Demy, et c'est un film qui passe tout le temps à Noël à la télé. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Il est un peu étrange d'ailleurs, c'est un peu baroque, mais bon, c'est vrai qu'il y a un truc fort quand même. Mais moi, je lui préfère quand même Les Demoiselles de Rochefort et surtout Les Parapluies de Cherbourg, qui est son véritable chef-d'œuvre pour moi. Et je pense que Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, doit sûrement être de mon avis. Et d'ailleurs, j'y pense là, mais le final des Parapluies de Cherbourg se déroule dans une séquence déchirante, sous la neige, pendant les fêtes de Noël. Versé dans la terrine, 4 mains bien pesées, autour d'un puits creusé. On passe à la prochaine rubrique, une toute nouvelle rubrique. Et oui, si vous êtes abonné à notre page Facebook, vous savez déjà que pour ce 3e débat, on a eu envie de vous entendre et de recueillir vos témoignages en vous demandant quel était votre film de Noël préféré. Et vous avez été nombreuses et nombreux à nous répondre. Avant une seconde salve de témoignages sur des films sortis au XXIe siècle, tout de suite une première série concernant des films des années 80 et 90. Et dedans, il n'y a que du bon. You have a new message. Salut les amis du Retour à l'écran, c'est Vincent. Alors le film dont je vais vous parler au sujet de Noël, bon, ça sera pas d'une grande originalité.
C'est Gremlins de Joe Dante, un film que j'ai découvert gamin courant des années 80, suite à un bouche à oreille qui m'avait hypé comme jamais. Un film donc qui défonce Noël, il faut le dire, avec des effets spéciaux qui marchent encore très bien aujourd'hui. Ça reste encore très très fun pour les enfants et pour les parents. D'ailleurs, c'est aussi un film que j'aime beaucoup pour sa noirceur et l'aspect subversif aussi, avec son sous-texte sur le consumérisme et l'écologie. Mais tout ça, bien sûr, bien contrebalancé par un burlesque au top et des scènes excellentes. À bientôt, ciao. Si je dois citer un film de Noël, entre guillemets, moi je pense tout de suite forcément comme tout le monde à Gremlins, au sketch des Contes de la Crypte avec le psychopathe déguisé en Père Noël et à Piège au cristal. Mais je citerai aussi la suite de Piège au cristal, donc 58 minutes pour vivre chez nous, Die Harder, en version originale, le film de Rainy Harlin. Il avait été conspué assez traînant à la boue à l'époque, les journalistes disaient, les critiques disaient c'est pas très bon, ça n'arrive pas à la cheville de McTiernan. Honnêtement, ce film-là, quand on le revoit de nos jours, on se dit qu'on aimerait bien en voir plus souvent des films comme ça qui sont pas très bons entre guillemets, parce qu'en fait il est réussi, il est très réussi à un rythme vraiment soutenu. Il y a des petits détails méchants, ça tient complètement la route. Donc voilà, je citerai ce 58 minutes pour vivre parce que c'est un excellent divertissement qui tient très bien la route encore de nos jours et parce que j'aime bien défendre les films sur lesquels certains s'essuient les pompes bêtement. Alors, quel est mon film préféré de Noël ? Alors en fait, c'est plus une sensation de Noël. C'est Légende avec Tom Cruise. Ce film, c'est surtout un moment qui me rappelle combien j'aime ces périodes de Noël où le temps est un peu comme suspendu. Legend, c'est un moment où j'étais seule à la maison, où je pouvais regarder la télé en open bar. Hein. Alors de Legend, je me rappelle ce côté irréel, la magie, le mal qui menace le monde. L'histoire de Jack qui doit sauver le monde justement après avoir permis au mal de s'attaquer aux licornes, ces êtres féeriques. Et bien sûr dans l'histoire il y a aussi une princesse à sauver. Il fait froid, il fait sombre. C'est un voyageur du temps et Noël est pour moi un peu une fête qui suspend le temps. J'adore ce moment-là, comme si tout était suspendu, s'arrêtait, comme dans une espèce de cocon en coton. Voilà. Salut, moi c'est Thibaut. J'ai un peu réfléchi à mes films de Noël préférés. Et je dirais qu'il y en a deux. Le premier, alors techniquement il se passe à Noël, même si c'est très peu présent dans le film, ça serait le premier, L'Arme Fatale. Donc ça se passe vraiment à Noël et en plus c'est un film que je partage avec ma mère en fait, c'est un film qu'on regarde beaucoup ensemble et du coup ça me rappelle un peu ce côté famille qu'il y a à Noël. C'est vraiment un film d'hiver pour nous, il commence à faire froid, on regarde ça. Et le deuxième n'a rien à voir avec Noël mais il est très hivernal, c'est The Thing de John Carpenter et pareil c'est un film ça pour le coup que j'aime bien me regarder tout seul, tranquille, quand il fait froid, les premières neiges, tout ça, donc ça me rappelle aussi d'une certaine façon Noël. Voilà, moi ça serait ça en fait mes deux films, pour des raisons un petit peu différentes. Ils sont un peu en bordure de l'acceptable de film de Noël, mais pour moi ça serait ça. Hello, retour à l'écran. Mon film de choix de Noël, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 94 par Tim Burton et Michael McDowell. Et en fait, c'est le film qui, pour moi, représente vraiment toutes mes veillées de Noël. Je crois que c'est le film que j'ai revu le plus souvent. Et c'est surtout un film qui, pour moi, concentre vraiment tout le romantisme et toute la vision de Tim Burton de l'époque et là où il a certainement fait ses meilleurs films. Et c'est surtout une passerelle pour mes fils de découverte des films d'animation. En fait, c'est grâce à celui-ci que j'ai réussi à les scotcher et ensuite j'ai pu engager et continuer sur les films d'animation de Miyazaki qui sont certes beaucoup moins Noël mais comme Totoro, Princesse Mononoke qui apportaient des choses un peu plus adultes on va dire et plus sur le thème de l'écologie. Là on est vraiment dans le Noël et je trouve génial l'idée d'intervertir en fait un anti-héros on va dire d'Halloween qui veut lui aussi fêter son Noël et le faire à sa façon et je trouve que le twist est vraiment génial. Voilà donc mon film de Noël, L'étrange Noël de Monsieur Jack et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bonjour tout le monde, alors moi quand on me demande ce qu'est mon film de Noël préféré ou fétiche pour l'ambiance de Noël, eh ben pour moi va être un peu incongru mais c'est The Thing de John Carpenter
parce qu'il y a de la neige, il y a des mecs en manteau et il y a plein de surprises. Voilà, longue vie à Retour à l'écran et bonne fête à tous. Salut. En dehors des films de chiens ou de singes, voir des films de chiens avec des singes. Le film de Noël le plus incontournable reste Gremlins. À la fois on est dans la pure comédie fantastique Spielbergienne. Et à la fois il y a des accents très sombres. Comme l'anecdote du père qui se déguise en Père Noël et reste coincé dans la cheminée puis qui brûle quand la famille allume un feu. C'est un film qui utilise très bien l'ambiance de Noël sans renier son genre. Comme on dit à Chatous. J'adore. Voilà. Merci Cédric pour ce message un peu particulier quand même. Hein. Merci aussi donc à Vincent, Arthur, Ludivine, Thibaut, Fabrice et Christophe de Marseille. Je dis Christophe de Marseille parce qu'après, dans la deuxième salle, il y a un Christophe de Paris. Chacun nous a cité des films qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Hein. Oui, donc sans surprise, Gremlins, L'Arme Fatale, Les Die Hard sont des films auxquels on a nous aussi pensé lorsqu'on a commencé à défricher l'émission. On est très content que ce soit les auditeurs qui en parlent. Quels sont les films qui sont cités? Je pense que pareil pour vous aussi, les films qui sont cités sont des films incontournables de la période, quoi. Les Gremlins. Les Gremlins, oui, parce que au-delà du fait que ça se passe pendant cette période-là et avec cette magnifique séquence où l'héroïne raconte son Noël, absolument, elle est dingue cette scène. C'est vrai qu'il aurait pu, en tout cas, je pense que l'un de nous trois y a pensé. Il aurait pu, largement. On aurait pu l'aborder. Ah oui, pour moi, c'est vraiment un de mes films préférés de Noël. Spontanément, le premier qui m'était venu en tête aussi, c'était L'Arme Fatale, parce que Noël, même si je l'ai découvert en été, il y a quand même un truc comme dans tous les Shane Black, on l'avait déjà évoqué lors du grand format sur le dernier Samaritain, mais tous les Shane Black, le scénariste derrière L'Arme Fatale, se déroulent à Noël, y compris Iron Man 3 il y a quelques années, mais aussi Au revoir à jamais dans les années 90 avec Gina Davis et Samuel Jackson. Et donc forcément on aurait pu piocher là-dedans aussi. Je reviens sur le sketch des Contes de la Crypte que cite Arthur. Il s'agit du deuxième épisode de la saison 1. Ça s'appelle Nuit de Noël pour femmes adultères. C'est réalisé par Robert Zemeckis alors qu'il était en pleine production des Retour vers le futur 2 et 3. C'est une fable avec une femme qui vient de tuer son mari pour profiter de l'argent qu'elle va toucher et s'envoler avec son amant. Mais un psychopathe déguisé en Père Noël va s'inviter à la fête. Alors la femme, elle est jouée par Marie-Hélène Traîneau qu'on a pu apercevoir dans Les Armes Fatales, Les Goonies, Die Hard. Et c'est à ce moment-là la femme de Zemeckis qu'il fait d'ailleurs jouer souvent dans ses films. Le faux Père Noël est joué par Larry Drake qu'on a pu apercevoir dans Darkman et Dr. Rictus. C'est rigolo, c'est gore, c'est hyper bien réalisé évidemment et c'est trouvable sur le net si vous cherchez bien. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu as dit? T'es sourde ou quoi? Je t'ai dit de me donner ça. Joyeux Noël, espèce de sale fils de pute! Justement, les films d'horreur adorent détourner les choses gentilles et rassurantes, le gentil bambin, les fêtes joyeuses, tout ça, pour en faire des événements traumatisants et flippants. Alors on peut citer en 1944 La malédiction des hommes-chats, co-réalisé par Robert Wise. C'est une fausse suite à La Féline de Jacques Tourneur, mais c'est un vrai film d'angoisse se déroulant en partie pendant les fêtes de Noël. Et puis un an après, en 1945, le film à sketch Au cœur de la nuit, dont le 3e segment se déroule pendant Noël donc, avec des enfants qui jouent dans une maison hantée. Et puis en 1974, on a Black Christmas de Bob Clark. C'est un des films fondateurs pour le sous-genre du slasher, avec des filles dans une sororité qui sont harcelées par un homme mystérieux et qui vont mourir une par une. There was a little girl murdered over in the park tonight. Yes, I heard. Hello? Hey, Mommy. There's a baby. Baby, all right, Mom. Hello? Who's there? I know you're there, nasty man! You answer me, you spirit! C'est un thriller avec une ambiance assez sombre qui marche très très bien, je trouve. Le remake de Glenn Morgan en 2006 a de belles choses mais n'arrive pas à égaler l'original. Alors il existe aussi un deuxième remake produit par la société Blumhouse et réalisé en 2019 par Sofia Takal qui tente une approche plus féministe apparemment mais je l'ai pas vu. Black Christmas. If this movie doesn't make your skin crawl, it's on too tight.
Et puis dans les années 80, voilà, le slasher, on y va allègrement. On a carrément le Père Noël qui défouraille un peu des gens dans les Silent Night, Deadly Night. C'est Douce Nuit, Sanglante Nuit en français, c'est ça ? Douce Nuit, Sanglante Nuit en français, oui. D'ailleurs, le numéro 2 a son lot de gifs et même sur Internet, très apprécié d'un pote qui nous écoute souvent et que je salue au passage, Eric. Et puis, on a aussi 3615 Code Père Noël en France, mine de rien. Berk. Donc, petite série B, sympathique, voilà. Non, c'est nul. Des années 80, voilà, qui a un Père Noël, enfin, un monsieur déguisé en Père Noël, qui s'immisce dans la maison d'un petit garçon un peu surdoué, quoi. Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a 2 passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre. Minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. Ça vous évoque des choses, ces 3 films-là, Black Christmas, Douce Nuit et 3615, ou des bonnes choses, on va dire. Black Christmas, je l'ai vu très tardivement, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, moi aussi, je suis pas rentré dedans, je vais être très honnête. Les Douces Nuits, Sanglantes Nuits, voilà, c'est du slasher traditionnel des années 80, ni plus ni moins, mis à part le fait que ça se situe à Noël et que ça soit un mec déguisé en Père Noël qui tue à la hache. En dehors de ça, ça n'a pas grand intérêt. À 3615 Code Père Noël, je passe. J'aime pas du tout ce film, que je trouve complètement daté et pas très réussi. C'est la période où le cinéma français a essayé de faire du cinéma de genre en 88, 89, 90. C'est la période où il y a eu des choses qui ont été les Baby Blood, d'Alain Robac, où il y avait Adrénaline, un film à sketch. Enfin voilà, il y avait cette période-là. Et enfin voilà, il n'y avait pas d'argent, c'était cheap, et puis non quoi. Enfin, ouais, moi pour 3615, je l'ai pris là récemment chez le Chat qui fume en Blu-ray. Faut que je le revoie. Acheter les Blu-ray chez le Chat qui fume. Ah ouais, faut acheter les films chez le Chat qui fume. Ils font du très très bon boulot. Et toi, Thib ? En fait, moi, je suis pas très amateur. Je sais pas. Je trouve que ce mélange de l'horreur et du film et du film de Noël, ça m'a jamais, j'ai jamais accroché. Je trouve que c'est pas des bons films de Noël et c'est pas des bons films d'horreur à chaque fois. Donc finalement, on perd sur tous les tableaux, quoi. Voilà. Voilà, et moi, petite pensée pour ma maman, parce que ce qu'elle aime regarder à Noël, c'est L'Exorciste. Voilà. Ho, 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 ho! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Et maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé après les années 2000, tous les films qui sont sortis, les événements, on va parler de ça maintenant. Ouais, moi il y en a quelques-uns que je retiens, alors qui vont être complètement à l'opposé de tous les films dont on a parlé. Moi il y a des films de Noël que j'aime beaucoup, qui sont sortis depuis les années 2000. C'est plutôt des comédies romantiques, enfin j'en retiens surtout 2. Oui. C'est Love Actually de Richard Curtis. J'en étais sûr. C'est l'histoire des petites histoires d'une multitude de personnages qui à la veille de Noël vont plus ou moins se croiser et qui sont tous à la recherche de l'amour. Dedans, on y retrouve entre autres Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, etc., etc. Bref, il y a un gros casting dedans. C'est ainsi qu'à présent, je vous déclare mari et femme. T'as finalement résisté à la tentation de me surprendre. Ouais, j'ai mûri, tu sais. Nothing you can do that can't be done. There's nothing you can say that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.
second, c'est The Holiday de Nancy Meyer. Ça raconte l'histoire de deux femmes déçues par l'amour, une américaine et l'autre anglaise, également totalement différentes d'un point de vue caractère, et qui vont échanger leur maison pour les vacances de Noël. Tout ça dans le but d'oublier leurs histoires à la con, et c'est là que chacune d'entre elles va faire une rencontre. Dedans, on y retrouve Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. À Noël, C'est bon, j'y suis. C'est bon, j'y suis. alors qu'une porte se ferme, Expérience inédite. une autre s'ouvre. Salut. Salut, je m'appelle Miles. Je m'appelle Graham. Iris, c'est ma sœur. Est-ce que je peux passer? Oui, d'accord, venez. Vous me permettez? Non, ce frôlage de sein n'était pas prémédité. C'était accidentel. Je sors d'une rupture et comme vous débarquez de façon inattendue et que je vous trouve affreusement attirant et que je serai probablement que de passage dans votre vie, ce serait une bonne chose qu'on s'envoie en l'air? Si ça vous tente. C'est une question sérieuse? C'est deux films de comédie romantique qui se passent à Noël, qui sont des films pour moi vraiment de Noël, et c'est deux films que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve extrêmement réussis, extrêmement touchants. Enfin voilà, surtout Love Actually, c'est un de mes films préférés, hein. Je peux le mettre dans ma top liste, dans une de mes top listes en tout cas. Pour le reste, c'est pas une thématique vers laquelle je vais forcément. Oui, pareil, ouais. Il y a beaucoup de films qui ont été, de Noël qui ont été produits depuis les 20 dernières années, mais c'est pas une thématique vers laquelle je vais me pencher. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi pour les plateformes depuis, qu'on retrouve beaucoup. C'est une thématique qu'on retrouve souvent dans les téléfilms aussi, donc c'est pas quelque chose. C'est fédérateur. C'est très fédérateur. C'est généralement ça. On a beaucoup de films un peu cucu, un peu concon. Totalement à l'opposé là aussi des films qu'on a abordés, hein. On est plus dans quelque chose de familial et de fédérateur aujourd'hui, en tout cas depuis 20 ans. Mais voilà, moi je retiens vraiment les deux films que j'ai cités, Love Actually et The Holiday. Mais c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup d'autres parce que voilà, comme je disais, c'est pas des films vers lesquels j'ai envie d'aller ici. J'en ai vu un autre qui s'appelle Family Man avec Nicolas Cage, et par contre ça c'est un film que j'ai pas du tout aimé, qui est sorti en 2000 je crois. En 2000, ouais. Ouais, bon, bah déjà de toute façon il y a Nicolas Cage, donc. Non, mais après voilà, Nicolas Cage. Mais c'était pas encore, il était pas encore dans la période de cachetonnage dans laquelle il est encore aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, c'est pas une thématique. C'est une thématique pour moi qui est très ancrée dans les années 80-90, justement parce qu'elle était pas dans cette mouvance fédératrice. Voilà, on a parlé des films précédemment, mais on avait quand même des films un peu décalés par rapport à ces thématiques-là, et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça, moi personnellement, ça m'intéresse moins. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis absolument, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais je dirais aussi que peut-être tout simplement on a vieilli. Bah oui. Aussi. Forcément, ça nous intéresse. Je suis moins intéressé par les films de Noël. C'est vrai qu'il y en a un ou deux où je suis tombé par hasard. En Love Actually, c'est un peu particulier. Je l'aime bien. Bon, mais ça, c'est autre chose. Un qui m'a fait bien marrer, que j'ai vu par hasard, mais pas parce que c'était Noël, c'est Bad Santa. J'en étais sûr. De Terry Zwigoff, qui me fait marrer, voilà. Puis bien trash, voilà, ça me fait rire. Et tu peux nous dire de quoi ça parle? Bad Santa, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un type qui bosse dans un centre commercial comme Père Noël, et puis qui vit de petits larcins, notamment perceur de coffres, voilà, et qui donc c'est un Père Noël quand même assez trash. Le film est quand même, il y a des passages assez drôles, c'est un peu déjanté, un peu décalé, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il prend? Bon Dieu de merde! Le jeu Nintendo Deer Hunter 3. Je m'en cogne, moi, de ce que tu veux, toi. Ça crache de la mort sur tout le monde, putain, c'est n'importe quoi. Suivant, dépêchons. Qu'est-ce que tu veux? Un Père Noël? Ouais, je suis le Père Noël. Dépêche, qu'est-ce que tu veux? Barbie? Des cheese. Très bien, d'accord, Barbie. Oh, merci. Oh, mais fais gaffe à mon ongle incarné, merde. Suivant. Ah oui, il y en a un que j'avais oublié. C'est le premier, Bridget Jones. Même si je trouve le film moins bon que le bouquin, je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder l'histoire de cette fille tiraillée entre deux hommes. Donc la fille, elle est interprétée par Renée Zellweger. Et les deux hommes, c'est Hugh Grant d'un côté et Colin Firth de l'autre. Voilà, c'est une comédie anglaise qui se termine pendant la période de Noël. Je pense qu'on est beaucoup, peut-être pas vous. Si, je l'ai vu au cinéma. J'aime bien, mais... Mais en tout cas, on est beaucoup à l'avoir vu et beaucoup à l'aimer. Sinon, c'est tout, je crois. Je vois pas grand. Le reste, la plupart, je les ai pas vus, malheureusement. Ouais.
Oui, alors oui, dans la liste qu'on s'était préparée, on a Elf de Jon Favreau en 2003, on a Un Noël de folie de Joe Ross avec Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd et Tim Allen. Il faut sauver le Père Noël d'Oliver Dickerman, je crois que c'est un film allemand, il me semble. Les Chroniques de Noël, on a Fat Man, bref, ça c'est Fat Man, c'est très récent, c'est avec Mel Gibson, hein, c'est sur Amazon. Et où il fait un Bad Santa mais armé, on va dire. Ah oui, Mel Gibson, oui, j'en avais entendu parler, il faut que je le voie celui-là. C'est quoi au juste? Je veux que tu tues le Père Noël. Quel est le but de votre visite? Je viens en vacances, chasser. Je m'en viens tuer quelque chose. Vos travailleurs ont de sacrés appétits. C'est pour ça que les lutins vivent plus vieux que les humains. Et Chris, lui aussi, il fait pareil? Non, c'est le fait de donner qui le garde jeune. Je suis venu t'arracher la tête, gros porc! Il est temps maintenant d'écouter une seconde série de témoignages de nos auditeurs qui nous parlent de leurs films préférés de Noël qui datent des années 2000 et 2010. You have a new message. Pour moi, c'est le Grinch, et Jim Carrey surtout. Ce bonhomme moche et méchant qui ouvre son cœur aux habitants choux. J'adore ce vrai conte de Noël, rose bonbon, enfin pas rose, mais aussi doux que bonbon guimauve, où le méchant ouvre son cœur et finalement est accueilli par les habitants. Alors c'est plus drôle que Scrooge quand même, mais tout comme Légende, c'est un monde en dehors du temps, irréel. Et en fait, Noël, c'est ça pour moi, c'est mes souvenirs d'enfance, c'est ce côté seul à la maison, sous la couette, protégé du froid, dehors, et m'évadant en regardant des histoires irréelles et complètement féeriques. Pour les films de Noël préférés, moi j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Rare Export, traduit en français par Père Noël Origine, qui n'est pas le titre le plus fameux, hein, on va pas se le cacher. Rare Export, donc un film finlandais qui date de 2011. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance de le découvrir au Festival de Gérardmer, en janvier 2011. Et vraiment, ça a été une petite claque. Voilà. Et je sais que le film avait une petite réputation de bombe de festival, mais pour le coup, j'ai jamais trouvé ça usurpé. Si je devais résumer le film, je ne le ferais pas, parce que ce serait rentrer très vite dans du spoiler, et c'est toujours un peu compliqué de donner envie à quelqu'un de mater ce film si on déflore au moins une moitié pour pitcher un peu l'histoire. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui parle du Père Noël, qui parle de ses origines et qui revient à une certaine mythologie première. C'est un film finlandais d'un réalisateur qui s'appelle Jalmari Elander. C'était son premier long. Mais pourquoi c'est une petite bombe, ce film, Rare Export ? En fait, parce que quand je l'ai découvert, j'ai eu l'impression de retrouver une pellicule et un film qu'on aurait oublié de me montrer dans les années 80. On est typiquement dans un film des labos Amblin, donc production Spielberg, et qui aurait été confié à la mise en scène à Joe Dante, celui des Gremlins. Parce que c'est du fantastique, il y a une direction artistique exemplaire, mais c'est surtout un film qui sublime les codes du conte de fées, avec beaucoup de cynisme et beaucoup d'humour noir. Voilà, typiquement ce que Joe Dante avait pu faire dans les Gremlins, et qui était une production Spielberg. Donc vraiment, ça sort des sentiers battus, c'est finlandais, donc c'est un peu différent, ça revient aux origines du mythe du Père Noël, chose qui est aussi assez audacieux, et voilà, et c'est du fantastique, un peu horrifique léger, attention, on s'entend, il n'y a pas de gore, il n'y a pas... Voilà. Mais c'est un film qui, voilà, je trouve, n'a pas impacté les gens, n'a pas eu une belle distribution, et est encore très rare, et est encore trop souvent sous les radars. Et j'avais besoin de le faire partager, parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'il faut avoir vu. Voilà. Donc j'espère que j'aurais pu vous aiguiller un petit peu. Et si je peux rajouter un petit truc, un autre film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Krampus. Voilà, Krampus. Mais on en parlera peut-être l'année prochaine dans un futur podcast. Merci, à bientôt. Merci une nouvelle fois à Ludivine et à Christophe de Paris, cette fois, pour ces témoignages. Alors messieurs, est-ce que ces films, ça vous parle un peu quand même ? Justement, je rebondis sur Krampus avec Toni Collette. C'est un film fantastique de Michael Dougherty qui avait déjà fait Trick or Treat, un film à sketch horrifique qui se déroulait pendant les fêtes d'Halloween. Alors le film date de 2015, ça raconte l'histoire d'une famille qui se dispute pendant les fêtes de Noël et qui vont attirer le Krampus, donc une sorte de père fouettard. Voilà. Ouais, c'était pas mal Krampus, ouais, c'est vrai que je l'ai vu, c'était pas mal. C'est bon, on sent quand même qu'il y a beaucoup de gremlins derrière et tout ça. Mais... Non, c'est correct, oui, c'est tout à fait correct, ça se regarde, ça se met à regarder, c'est un film un peu flippant, c'est de l'horreur gentille, comme j'aime bien les appeler, ce genre de films comme ça. Mais c'est plutôt sympathique, quoi. Qu'est-ce que t'as vu là-haut ? Qui a fait ça ?
Saint-Nicolas ne se montrera pas cette année. À sa place viendra un esprit bien plus ancien. C'est des traces de sabots, d'un élan ou d'un bouc qui avance sur ses pattes arrière. T'as déjà vu ça, toi? C'est Krampus. On a aussi une autre incarnation du personnage de Krampus dans un film canadien à sketch qui date de 2015, qui s'appelle A Christmas Horror Story avec William Shatner. On a aussi Dead End en 2003, une coprode franco-américaine plutôt sympa, co-réalisée par Jean-Baptiste Andrea et Fabrice Canepa. C'est avec Ray Wise, le papa de Laura Palmer dans les Twin Peaks, qui prend un raccourci en voiture avec sa famille et se retrouve confronté à une entité. Alors, il est question aussi de trajet en voiture dans Windshield de Gregory Jacobs en 2007. On a une belle Emily Blunt qui se retrouve elle aussi confrontée à des fantômes dans une forêt enneigée. J'avoue que j'ai pas beaucoup accroché au film, mais il faudrait que je le revoie. Et puis on peut citer rapidement Conjuring 2 en 2016 de James Wan, que personnellement je trouve très très bon et qui se déroule pendant les fêtes également. Et puis il y a également en 2010 Slint, traduit par Saint, de Dick Maas, qui avait fait L'Ascenseur et Amsterdam Ned. Ah ouais. C'est un film d'horreur avec un Saint-Nicolas flippant. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était plutôt naze au possible et franchement c'est raté, c'est affligeant à regarder quoi. On n'en parle pas beaucoup à Retour à l'écran, mais il y a aussi des courts-métrages français très sympas qui mélangent horreur et Noël. D'abord le court-métrage Bloody Christmas en 2002, réalisé par Michel Leray, qui avait fait certains sketchs des Guignols. On y voit Cadmerade qui affronte un sapin de Noël. C'est hyper marrant et c'est visible sur le net. Et puis je vais citer aussi un moyen métrage qui mixe horreur et comédie dans un ton plus proche d'Evil Dead 2 là. C'est The Alsace Axe Massacre, le massacre à la hache alsacien, que Hervé Freiberger réalise en 2016. On a un Parisien hautain qui méprise les Alsaciens et qui se retrouve face à une sorte d'Alsacienne zombie en pleine forêt durant les fêtes de Noël. C'est là que la légende commence, Bévala. On les a jamais retrouvés. Mais on raconte que elle, si. On dit qu'elle s'est réveillée d'entre les morts. On dit que c'est les ténèbres qui lui ont rendu la vie. Et on dit qu'elle est revenue pour se nourrir de leur âme. C'est trouvable sur YouTube, tapez The Alsace Axe Massacre et vous verrez, c'est très fun. Il y a aussi toute une série de films qui sont sortis au début des années 2000. Si je vous fais écouter ça... ou encore ça... Ouais, en effet, on ne peut pas ne pas citer les sagas Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Et ouais. Tout comme je citerai quand même une saga pas très très connue aussi, celle de Star Wars, que moi j'aime bien regarder à Noël aussi, je pense que je suis pas le seul. Mais c'est vrai que la saga Harry Potter, elle est très liée à cette période-là. D'ailleurs, depuis quelques années, TF1 et ses chaînes sœurs diffusent 1 ou 2 ou 3 épisodes par an. À cette période, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu pareil, ça passe à cette période-là, ça se regarde à cette période-là. Voilà, c'est 2 sagas que j'aime beaucoup. Après, c'est pas des sagas cultes chez moi, ni Harry Potter, ni Le Seigneur des Anneaux, pour plein de raisons, même si Le Seigneur des Anneaux, il y a des fulgurances absolument magnifiques, notamment dans dans les 2 tours, et dans Le Retour du Roi. Je suis moins fan de la communauté de l'anneau, personnellement. Mais après Harry Potter, voilà, c'est une très bonne saga, ça se laisse regarder, c'est culte, mythique, tout ça. Après moi, j'ai moins d'appétence pour cette saga-là. Mais voilà, je reviens là-dessus, mais on peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas les oublier en parlant des films de Noël. Ho, 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 ho.
Et puis au niveau film d'animation, Robert Zemeckis, il en a fait pas mal. Le Pôle Express en 2004 en motion capture avec Tom Hanks. Le drôle Noël de Scrooge, justement, t'en parlais tout à l'heure, en 2009 avec Jim Carrey. On a aussi L'Apprenti Père Noël, Mission Noël, Sauvons le Père Noël. Et puis il y a un dernier film d'animation, Klaus, que j'ai pas vu non plus. Voilà. Mais tu vas quand même nous parler de La Reine des Neiges. Mais voilà, moi je voulais aussi justement, puisqu'on est dans la rubrique animation, je vais quand même faire mon coming out parce que moi je suis assez fan de La Reine des Neiges 1 et surtout 2. J'ai beaucoup aimé le 2. Non. Et voilà, de Jennifer Lee et Chris Buck. Je l'ai même pas vu. Je vous jure. Mais tu devrais regarder parce que c'est un super film de fantasy, très sérieusement. C'est bluffant, c'est trop beau. Je trouve que vraiment le design est vraiment incroyable. Je vous invite même, si vous avez Disney+, à regarder les making-of. Je n'ai pas Disney+, je n'aurai jamais Disney+. Mais si, tu auras Disney+, tu vas céder comme tout le monde. Non. Et en fait, il y a un making-of qui est gigantesque, qui est en plusieurs parties, qui est vraiment génial sur La Reine des Neiges 2, la fabrication du film. C'est vraiment passionnant, quoi. Arendelle n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé, alors je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Et au niveau français aussi, on a quelques films post-année 2000. On a Joyeux Noël de Christian Carion, un film plutôt sympathique, non ? Je l'ai pas vu, j'ai encore pas vu. Oui, si, c'est bien. Enfin oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a des films français qui sont plutôt pas mal. Le Carion est un bon film. Ouais. Il y a le Desplechin, Conte de Noël, que j'aime moins parce que j'ai moins d'appétence pour Desplechin. Pas vraiment dire que ça soit un vrai film de Noël, même s'il se situe un peu à Noël. C'est plutôt une chronique familiale autour justement d'une famille qui se réunit autour de Catherine Deneuve qui est malade et toute une famille qui va se déchirer à ce moment-là. Voilà, c'est assez long, c'est limite interminable, ça dure 2h30, donc voilà. Après, moi je le considère pas forcément comme un film de Noël à proprement dit. Je ne veux plus voir mon frère et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. J'ai pas été une très bonne mère. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia. Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi ? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Et puis il y a le Santa et compagnie d'Alain Chabat. Ouais. C'est pas son. Alors, j'ai trouvé ça sympathique, mais c'est pas. Voilà, bon. Moi personnellement, moi je l'ai vu une fois. Je suis content de l'avoir vu. Après, c'est pas celui que je préfère de Chabat, loin de là. Mais voilà, c'est un divertissement agréable, un peu. Voilà, ça rentre dans les trucs un peu familiaux, enfantins. Je crois que je l'ai vu, mais que je m'en souviens pas. Faut rappeler que ça raconte l'histoire du Père Noël qui voit ses lutins tomber tous malades et qui décide d'aller sur Terre pour aller chercher le remède pour les soigner. Voilà, je me répète, là c'est pour le coup c'est un vrai film de Noël. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide. Elle est marrante, elle a un aller-retour pif-pouf. Appelle à tous les reins, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non. Mais voilà, c'est pas un film mémorable, tu le vois et tu l'oublies assez vite. Moi je me souviens de 2-3 scènes, mais après pour le reste, c'est pas un film marquant. Ouais. Je sais pas, moi ça... alors après, c'est sûr qu'après, dans l'expérience, tu sais, quand tu découvres des films aussi avec tes enfants, il y a une expérience un peu différente. Exactement, oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que La Reine des Neiges 1, je ne le jette pas tout à fait, parce que je l'ai vu au cinéma avec mes enfants, que ma fille, que je connais les chansons par cœur, voilà, mais évidemment, forcément, c'est difficile de passer à côté quand on a des enfants. Mais Santa et compagnie, moi j'ai vraiment aimé quoi. Je vois ce qu'il cherche à faire, Chabat. Il cherche à aller sur le terrain des Américains, etc. Il y a le même type de storytelling, le même type de féerie. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup en France qui arrivent à faire ça. Et je trouve qu'il y arrive vraiment très très bien. Il y a plein de scènes qui sont vraiment marrantes. La séquence où il est en prison, etc. Moi, ça me fait vraiment mourir de rire. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins ? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais.
Il y a plein de dialogues qui sont succulents et tout ça. Alors après, oui, c'est très bon enfant. Hein. Enfin, déjà, j'ai une passion vraiment hors norme pour Alain Chabat. Mais vraiment, ce film-là, je le mets dans le haut du panier. Je trouve ça supérieur à Marsupilami, qui a des bonnes séquences, mais quand même supérieur. Et je le mets même au-dessus du Astérix, qui est pourtant très bien. Mais je le trouve plus rond, Santa et compagnie. Je suis pas d'accord. Ouais, je sais. Je crois pas être d'accord non plus. Mais... Moi, mon préféré, ça reste Didier, mais Astérix et Cléopâtre, pour moi, ça reste, c'est super, c'est vraiment génial, mais c'est une succession de petits gags. Je le trouve plus rond, Santa et compagnie, quoi. Je vais revoir ça. Ouais, moi, Santa et compagnie, je trouvais quand même le rythme. Enfin, tu vois, le film est pas très long. Enfin, il est une durée normale. Moi, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Je trouvais que ça peinait à avancer, que c'était. Alors que oui, je suis d'accord avec toi, c'est une succession, c'est des caméos, c'est des successions de bons mots, Astérix, mais putain ça fonctionne, ça va super vite. Ah ouais. Cannabis. Cannabis. Allez. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Tous les autres qui sont passés derrière et Zidi avant, en fait, ont jamais réussi à relever. Enfin, c'est un défi que lui seul a réussi à relever. Tous ceux qui sont passés après, en tout cas dans les versions cinématographiques d'Astérix, c'est largement inférieur. Là, pour moi, il a relevé un vrai défi. Beaucoup plus compliqué finalement que celui de Santa et compagnie, qui oui est quelque chose qui va sur le terrain des Américains, en tout cas dans les thématiques et le storytelling, et que c'est un terrain un peu plus balisé. Oui, il le réussit, de le faire en France c'est plutôt, je lui jette pas la pierre, hein, mais voilà, ça m'intéresse personnellement, ça m'intéresse moins, et je suis moins, peut-être, oui, t'as raison, hein, parce que moi j'ai pas d'enfant, donc je l'ai vu seul, et c'est peut-être pour ça que ça m'a pas, enfin je l'ai pas vu sous le même angle que vous en tout cas. Après, on peut voir des films avec les enfants et détester. Hein. Moi, Mulan, le remake en live, Mulan, je trouvais ça atroce. Hein. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. Au travail. Et il restait juste un dernier film, hein, Le Père Noël, avec Tahar Rahim, hein, d'Alexandre Coffre, mais je ne l'ai pas vu. Pareil, pas vu. Allez, on essaye de faire une petite synthèse de tout ça. Noël, c'est donc un terreau idéal pour la dramaturgie. Déjà sur le décorum, hein, la neige, la glace, mais aussi les guirlandes colorées, les sapins, toutes les décorations de Noël, tout ça. Hein. Ça rend forcément le décor spectaculaire et enchanteur. Hein. Donc on peut facilement y situer une histoire féerique, avec ou sans Père Noël d'ailleurs. On peut y mettre des elfes, on peut y mettre des fées, déployer la magie de l'enfance tout au long du récit. On pourrait aussi facilement situer une histoire familiale ou une histoire romantique au cœur de Noël. Ça marche bien ensemble. Mais justement, hein, on peut également détourner cette vision enchanteresse pour la mettre en contraste dans des drames familiaux. Hein. On compte plus le nombre de familles qui se réunissent ou qui se déchirent pendant le réveillon au cinéma. Ou des comédies grinçantes, mordantes. Voire des comédies très noires, hein, qui se moquent à la fois du conformisme, du consumérisme, du capitalisme ou tout simplement du malheur des gens. Et on peut même encore aller plus loin, hein, et complètement renverser les codes de Noël, hein, pour en faire des films angoissants où on traite de la mort, des fantômes, de serial killers, tout ça quoi. Bref, Noël au cinéma, c'était tout ça et c'est ce qu'on a vu ensemble. Nous arrivons au bout de cette émission. Donc on aimerait remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous ont accompagnés toute l'année, hein, qui nous ont liké, suivis, qui ont chaleureusement répondu aussi à notre appel pour parler des films de Noël. Il y aura d'autres appels comme ça à témoignage, on va dire, parce qu'on trouve que c'est vraiment super sympathique. Et voilà, ce podcast a une vocation d'échange, de partage, donc on va essayer de privilégier ces choses-là à l'avenir. Bon, j'en profite pour remercier une nouvelle fois Fabrice, alias Chic do Brasil, de nous avoir offert le générique début et le générique de fin de ce podcast. Et voilà, et je l'embrasse. Et n'oubliez pas, il a lui-même son propre podcast. Nous aussi, du coup. Et il a son propre podcast de découverte musicale, Morceaux de choix, que je vous conseille vivement. Ah oui, on vous le conseille vivement. Et je voudrais avoir une toute petite pensée, juste pour profiter que tout le monde l'entend. Je voudrais dire un petit coucou à Vincent,
qui a rejoint les étoiles. Salut Vincent. Salut Vincent. Et nous vous retrouvons dès demain pour 3 focus, un par jour, sur un film de Noël de notre choix dont on vous racontera la fabrication. Max ouvre la marche mardi avec le corrosif Père Noël est une ordure. Mercredi, Thibaut aborde Fantôme en fête avec Bill Murray, vous parlera également d'un conte célèbre et matriciel de Charles Dickens. Et enfin, je clôturerai cette semaine spéciale film de Noël avec le film de Tim Burton, Batman le défi. Bon salut les gars, à bientôt, hein, on se retrouve très vite. Salut les gars. Salut messieurs et un joyeux Noël à tous. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.